Voilà. Ça me fait plaisir de vous accueillir, les étudiants en classe, les invités, les étudiants en ligne, les personnes qui sont intéressées aux conférences que nous avons ce matin. Je voudrais accueillir tout spécialement, avec beaucoup de chaleur et d'enthousiasme, nos deux premières conférencières de la saison, si on peut parler ainsi, nos deux premières conférencières du séminaire, professeure Marie Jautier et la professeure aussi Chiara Pesaresi. Je voudrais simplement mentionner que la professeure Thiel est professeure émérite à l'Université de Strasbourg. Elle a une formation en médecine et en théologie et elle est membre de l'Académie pontificale pour la vie. Mme Pesaresi est maître de conférence à la faculté de philosophie de l'Université catholique de Lyon et elle est directrice scientifique de la chaire d'université sur les vulnérabilités. Alors, on a les privilèges de les avoir avec nous ce matin. Je vais d'abord tout de suite inviter Mme Pesaresi, sans plus tarder, à nous donner sa communication. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être virtuellement, informatiquement avec vous aujourd'hui et je remercie très sincèrement la professeure Hélène Champagne ainsi que toutes les personnes, les organisateurs de ce beau séminaire de m'avoir invité à prendre la parole sur un thème, donc celui de la vulnérabilité qui m'occupe depuis désormais 2 ans et demi. Donc, je dirais un mot avant tout du contexte à partir duquel j'ai pu m'intéresser à la question de la vulnérabilité. Et je précise d'entrée de jeu que le champ disciplinaire d'où je parle est celui de la philosophie. Donc, mon domaine de spécialisation étant plus précisément la phénoménologie, donc un courant de pensée, un courant philosophique qui traverse le XXe siècle et qui, pour le dire de manière très rapide sûrement, se veut de revenir à l'expérience ou plutôt à l'expérience vécue. Il s'agit donc d'une philosophie qui replace le sujet pensant, le sujet cartésien, dans un ich et nunc, dans un espace et un temps, dans une histoire, et notamment, on va le voir, ce sera particulièrement important, dans un corps ou dans une chair. Donc ce prisme phénoménologique, dès par l'accent mis sur l'expérience, l'incarnation, la notion de l'homme comme être au monde, est extrêmement intéressant pour aborder, il me semble, un thème aussi polyédrique que celui de la vulnérabilité. Donc, depuis 2 ans et demi, je mène aussi mes recherches dans le cadre de cette chaire vulnérabilité de l'Université catholique de Lyon, où je coordonne effectivement une équipe pluridisciplinaire, son conseil scientifique, qui est composé de collègues anthropologues, théologiens, médecins, biologistes et juristes. Donc, le premier constat que je peux vous apporter, notamment à la suite de cette expérience dans le cadre de la chaire vulnérabilité, est le fait que, et ce séminaire va sûrement le confirmer, est que la notion de vulnérabilité demande, pour vraiment en saisir les enjeux, notamment dans les questions les plus contemporaines, demande une approche pluridisciplinaire. La troisième ressource ou élément des réflexions que je vais vous présenter, c'est l'enseignement. Donc, c'est un séminaire. À l'occasion de ce séminaire que j'ai intitulé Phénoménologie de la vulnérabilité, je questionne ce thème de la vulnérabilité, cette question à partir de 3 perspectives phénoménologiques, philosophiques et plus particulièrement phénoménologiques, qui me semblent profondément interconnectées, et que je vais vous présenter un peu, qui seront un peu la ligne de réflexion pour moi aujourd'hui avec vous. La première question directrice, c'est la question de l'incarnation. Donc, la question de la corporéité et de la sensibilité comme chiffre de la condition vulnérable qui nous échoue, qui est la nôtre. La deuxième ligne est celle de la question de la création. Ou plutôt de la transformation, entendue comme réponse, voire comme résistance face à cette vulnérabilité dont on parle. Troisième ligne, la vulnérabilité comme élément essentiel et structurant du monde commun et du lien social. Bon, on va voir que évidemment, ce n'est pas 3 lignes, 3 contextes séparés, mais qui se font écho réciproquement.
Donc, ce qui sous-tend un peu mon propos est l'idée que la vulnérabilité dit tout d'abord une impossibilité. L'impossibilité pour le sujet, pour l'homme, d'effectuer une autodétermination complète de lui-même et à partir de lui-même, mais aussi sa capacité, à partir de la condition finie, limitée qui est la sienne, sa capacité de créer ou de recréer du sens, que ce soit au plan individuel ou collectif. Donc, dans le temps qui est imparti, mon propos ne pourra qu'être introductif, forcément un peu général, mais je vais m'efforcer quand même d'ouvrir quelques pistes de réflexion à partir de ces trois points annoncés. Pour mettre la notion de vulnérabilité dans un contexte de recherche, le moins qu'on puisse dire, c'est que la notion de vulnérabilité a été très travaillée. Il a commencé à s'imposer dans les discours publics et politiques et dans le domaine aussi académique, notamment des sciences humaines et sociales, depuis au moins 30 ans. Après, si on va chercher dans les discours publics, dans les discours politiques, dans des documents juridiques, on retrouve la notion de vulnérabilité à maintes reprises. J'ai pris quelques exemples simplement, hein, vraiment c'est à titre d'exemple. Dans la déclaration de Barcelone de 1998, la vulnérabilité fait partie des 4 termes clés de référence avec l'autonomie, la dignité et l'intégrité. Donc, on lit dans ce document, je le cite, « Il nous semble crucial que nous, même les autonomes, nous considérions comme fondamentalement vulnérables ». Ce binôme autonomie-vulnérabilité est évidemment très important et il est abordé, entre autres, par Paul Ricoeur, par Martha Nussbaum. Il y a beaucoup de références autour de cette dialectique entre autonomie, en philosophie évidemment, entre autonomie et vulnérabilité. Un peu plus loin dans le même document, ce principe exprime pour tous la finitude et la fragilité de l'existence humaine. Tout individu capable de dignité est protégé par ce principe. Au plan académique, il suffit de penser à l'appel à projet lancé en 2008 par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche en France, sur les thèmes vulnérabilité à l'articulation du sanitaire et du social. Puis au plan sociopolitique, on peut évoquer le rapport du GIEC dont le deuxième volet porte sur Impact, Adaptation and Vulnerability. Donc, il s'agit ici, bien sûr, de la vulnérabilité climatique, les différents rapports Oxfam. Voilà, c'est juste pour un paysage très varié, différencié et général, pour dire que, dans le domaine universitaire, académique, et dans le domaine du discours public et politique, la vulnérabilité s'impose au point de pouvoir parler, comme l'ont fait des universitaires italiens, d'une sorte de vulnerability turn, d'un tournant autour de cette question de la vulnérabilité. On peut en même temps constater que malgré son succès, ce concept de vulnérabilité ne fait pas système ni consensus, car sa définition n'est pas univoque, et notamment lorsqu'il est mobilisé pour définir des individus, des groupes sociaux, des catégories, des populations vulnérables, avec des implications bien sûr au plan juridique et politique. Donc j'exagère un peu, mais cette opacité pour le moins sémantique et l'étendue aussi de l'utilisation de ces termes sont parmi les raisons qui rendent indispensable non seulement de soulever cette question en philosophie, mais de la poser sérieusement. Donc, pour saisir la complexité du concept, il est sûrement utile de revenir à son étymologie latine. Le mot vulnérabilité vient du latin vulnus, qui signifie blessure, coupure, mais aussi préjudice et humiliation. Donc, vulnus a une acception à la fois physique, psychique ou émotionnelle et juridique. L'adjectif vulnerabilis, d'où vulnérable, exprime, lui, la possibilité d'être blessé. Donc, cela signifie que la vulnérabilité renvoie moins à un état de fait qu'à une possibilité, justement, qui ne s'actualisera pas nécessairement, mais qui est là nécessairement en tant que possibilité. Autrement dit, la vulnérabilité est de l'ordre d'une étrange et inévitable virtualité.
Contrairement à d'autres termes du même champ symbolique, mais on peut en parler, comme fragilité ou faiblesse, vulnérabilité me semble impliquer une potentialité, ce qui en constitue aussi la fécondité. Donc, être vulnérable signifie pouvoir être blessé ou lésé, se tenir dans ce risque. Alors, vulnérabilité ne dit pas la blessure à proprement parler, nous l'avons compris, mais plutôt une exposition à la blessure, une exposition qui renvoie à l'exposition anatomique du corps, de ce qui est protégé par la barrière épidermique, la peau dont parle Lévinas, l'exposition de l'individu plus généralement, l'exposition à la maladie, à la crise, à l'échec, à la mort, mais aussi exposition du corps social, hein, donc des milieux de vie, des systèmes de vie qui incluent l'individu. Donc, nous apercevons déjà quelques enjeux. Avant tout, qu'il s'agit d'une notion qui touche à la fois au personnel et au social, qui se situe, pour reprendre une expression de Jean-Philippe Pierron, à la croisée de l'intime et de l'institutionnel, à la croisée du privé et du politique. Deuxièmement, la vulnérabilité peut être considérée sous un double regard. C'est déjà un peu ce que je viens de dire. Donc, si on la comprend comme possibilité, elle est universelle, dans la mesure où elle nous concerne tous et elle concerne plus largement la totalité du vivant et jusqu'à notre habitat, comme il est clair aujourd'hui. D'autre part, la vulnérabilité a un caractère indéniablement particulier. Donc, universelle d'un côté en tant que possibilité, catégorie particulière de l'autre côté. Avant tout, elle se décline différemment en fonction des époques et des sociétés, c'est-à-dire que la notion de vulnérabilité a un caractère historique. Aussi, et surtout, l'exposition à des situations de vulnérabilité et de risque n'est pas la même pour tous. Donc, la concrétisation, la manifestation de cette possibilité universelle qu'est la vulnérabilité, sa manifestation est liée à des conditions spécifiques, environnementales ou sociales. Donc, ce qui nous dit également le caractère mobile, processuel de la vulnérabilité. Il y a donc bien une vulnérabilité exogène relative à des facteurs socio-économiques ou environnementaux et autres, qui vient comme dédoubler une vulnérabilité intrinsèque, on pourrait dire ontologique, à savoir qui touche à une possibilité propre de l'être, propre de notre être, si on veut. Et c'est la distinction que fait Martha Nussbaum dans son ouvrage The Fragility of Goodness, qui distingue précisément donc, entre une vulnérabilité qu'on pourrait appeler naturelle, intrinsèque, et une vulnérabilité relative, hein, exogène. Or, le contexte actuel de crise, une crise qu'on pourrait définir systémique, hein, à la fois crise environnementale, politique, sociale, sanitaire récemment, un peu plus que récemment. Donc, le constat de cette crise ou de ces multiples crises qui traversent notre temps montre, je pense, l'urgence de repenser la vulnérabilité comme un élément essentiel de nos existences et de nos sociétés. Et toutefois, cela demande, d'un point de vue philosophique, et même plus largement, de réinterroger la tradition philosophique moderne. Parce que cette tradition semble nous léguer un idéal de l'homme comme être autonome. Je généralise quelque peu, là, que cela me soit permis. Donc, la modernité nous lègue cette image, cet idéal de l'homme, du sujet comme indépendant, autonome, donc affranchi d'un côté ou en train de s'affranchir de ses limites et de l'autre côté de ses liens de dépendance et d'interdépendance qui le lient à l'autre et à l'environnement. Je prends quelques exemples sans m'y attarder. Dans le Léviathan, œuvre fondatrice de la pensée politique moderne, Hobbes définit l'homme comme désir perpétuel et sans trêve d'acquérir pouvoir après pouvoir. À noter que pouvoir ici est en latin potentia, c'est-à-dire pouvoir de et non pouvoir sur. Donc, on peut dire que l'héritage moderne nous lègue, la modernité nous lègue cette idée du sujet comme autonome, un sujet qui se définit moins par ses relations au monde, aux autres, que par son pouvoir de. Donc, cette vision de l'homme comme capable, en principe, d'autodétermination et d'autonomie a conduit à considérer la vulnérabilité comme une simple contingence ou à la réduire à un défaut qu'il faut corriger ou qu'il faut réparer.
C'est à partir de cette vision monadique, autarchique de l'homme, on peut dire c'est un peu le soubassement, l'enracinement théorique, conceptuel des horizons post- et transhumanistes de l'homme augmenté, qui font explicitement de la vulnérabilité et de son expression la plus radicale, c'est-à-dire la finitude, une imperfection à supprimer, une condition à surmonter, plutôt qu'à accepter ou à reconnaître. Donc, il suffit ici, je vous ai mis à l'écran, je ne vais pas en donner lecture, mais il suffit d'évoquer ici comme référence la lettre à Mère Nature, un amendement pour la Constitution humaine qui prône pour un dépassement des limites imposées à la condition humaine, au fond, que ces limites soient biologiques, génétiques, psychiques. Et puis, je vous ai mis juste une citation, la citation célèbre du discours de la méthode de Descartes, pour qui nous devrions nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, et qui est aussi un soubassement moderne de la conception de la subjectivité, de cette conception de la subjectivité que je suis en train d'évoquer. Donc, dans cette perspective-là, la vulnérabilité ne se comprend que négativement. Donc, comme un obstacle à dépasser en vue des sorts magnifiques et progressifs de l'humanité. C'est une expression d'un poète italien, Giacomo Leopardi. Donc, en vue du progrès, on sacrifie au fond cette partie de l'homme, de l'humain, qui est sa partie vulnérable. Or, dans le monde contemporain, et la récente pandémie nous l'a montré, nous avons été placés dans l'embarras de voir un certain nombre de ces rêves d'ilimitation s'écrouler, ou en tout cas entrer en crise, tout comme l'illusion de toute puissance autour de nos propres institutions, à partir de l'institution politique, puis économique et sanitaire. Donc, je reprends ici un propos de Jean-Philippe Piron qui dit que le paradigme dominant, le paradigme anthropologique dominant actuel, c'est celui de l'homo economicus, et qui bannit précisément la vulnérabilité comme une honte. Ou bien ce paradigme tend ou bien donc à bannir, à éliminer la vulnérabilité en tant que honte, en tant que, on pourrait dire, minus essendi, un moindre être, ou bien elle a tendance à l'objectiver, à normativiser la vulnérabilité, en répertoriant des catégories vulnérables, avec toutefois des risques majeurs comme celui de marginaliser encore plus, et celui aussi de considérer, en parlant des populations vulnérables, catégories des personnes vulnérables, etc., considérer que le vulnérable est toujours l'autre, voire un radicalement autre. Donc, ce n'est jamais nous. Le défi donc qui s'impose est de faire de la vulnérabilité un concept critique de résistance, au fond, face à la domination d'une certaine raison, une raison instrumentale, une raison technique, une raison économique, et d'en faire ce que Jean-Philippe Piron appelle un rappel de la vie dans ce cas-là de rugueux et d'imprévisible. C'est une expression très belle qu'il a utilisée dans une conférence récente pour la chaire vulnérabilité. Et la vulnérabilité est aussi en cela ce qui ouvre l'existence, ou ce qui rouvre l'existence au vertige de la dépendance. Donc, contre ces paradigmes anthropologiques, ces imaginaires sociaux qui font de la vulnérabilité une dimension purement accidentelle, au XXe siècle, on a quand même plusieurs exemples d'une herméneutique alternative du sujet, je dirais, qui réinscrit l'homme dans un tissu relationnel, et pour laquelle donc la relation constitue la trame même de sa subjectivité, de la subjectivité humaine. Un sujet donc essentiellement et intrinsèquement relationnel, poreux, ouvert et vulnérable. La phénoménologie allemande, ainsi que ses multiples héritages qui se sont développés notamment en France, a beaucoup contribué à ce tournant philosophique et anthropologique de décentrement de la subjectivité souveraine. Il suffit d'évoquer ici, sans aller jusqu'à Husserl, mais il suffit d'évoquer ici l'éthique du visage de Lévinas, sur laquelle on va revenir, ou la réflexion de Paul Ricoeur autour de l'homme faillible, par exemple. Donc, Emmanuel Lévinas, pour introduire à cette idée d'un déplacement de la subjectivité souveraine, parle précisément d'une subjectivité déplacée
d'une subjectivité altérée, par essence altérée. Une subjectivité qui, dans la rencontre de l'altérité, dans la rencontre de l'autre, est désarçonnée de son intentionnalité, de ses pouvoirs, au fond. Donc, une subjectivité qui ne s'édifie que dans cette exposition originaire et bouleversante à l'altérité. Alors, j'avais proposé quelques pages du texte de Lévinas, Humanisme de l'autre homme, où Lévinas consacre à la question de vulnérabilité tout un chapitre, même s'il s'agit d'une question qui traverse toute son œuvre. C'est dans ce texte qu'on lit des formules très belles autour de la vulnérabilité, comme le cœur même de l'identité du sujet. Le moi de pied d'un cap jusqu'à la moelle des os est vulnérabilité. Dans la vulnérabilité, gît un rapport avec l'autre que la causalité n'épuise pas. La vulnérabilité, c'est l'obsession par autrui ou approche d'autrui. Donc, c'est dans la rencontre de l'autre, c'est ça l'enjeu, dans la rencontre de l'autre, de son visage, que je reconnais à la fois sa nudité, sa vulnérabilité extrême et la mienne, donc l'impossibilité, comme je le disais, d'une autodétermination du sujet par lui-même. Ainsi, la rencontre de l'autre demande de se décentrer de soi, voire de se laisser bouleverser par l'altérité qui se fait rencontre. Donc, la phénoménologie depuis Husserl fait signe vers un sujet qui naît et se construit à partir de la rencontre, donc de manière intersubjective, et plus est à travers une intersubjectivité incarnée, donc des sujets avec un corps, des sujets qui sont aussi des corps, des chairs. Donc, Lévinas parle, encore une fois, d'un sujet qui se laisse altérer dans sa constitution et dans sa condition, dans son identité même de sujet. Oui, je relisais l'autre jour un texte d'Jan Patočka, un autre intellectuel, cette fois un intellectuel tchèque, qui a été élève de Husserl et Heidegger, donc qui s'inscrit dans la phénoménologie contemporaine. Il est mort en 1977, qui dit cette belle phrase aussi autour de l'accueil d'une subjectivité incarnée. Et je le cite, en un sens, nous n'existons que parce que nous avons le bonheur d'être acceptés. L'existence purement physique de l'homme serait impossible s'il n'était accueilli dans la communauté humaine, après quoi il aspire à retourner dans la sphère de la vie à découvert et à être accepté par un autre être. Donc, l'idée que je voudrais démontrer en mobilisant ces différentes sources, ces différents auteurs issus de la tradition phénoménologique est qu'une réflexion sérieuse sur la vulnérabilité nous oblige à sortir de toute une série de stéréotypes, de paradigmes qui imprègnent l'histoire de la pensée occidentale et en particulier une certaine conception de la subjectivité, donc à savoir la subjectivité propre de la raison instrumentale. De cette rationalité, donc, qui est le résultat d'une subjectivité, comme l'écrit Patočka, je le cite, dont la puissance croissante ne reconnaît aucune limite de principe, de sorte qu'elle est finalement placée au-dessus de tout et enfermée en elle-même. Voyons donc plus de près les trois perspectives dont je parlais. La perspective léminassienne, avant tout, je l'ai déjà abordée, qui montre la vulnérabilité comme une exposition originaire. Dans ce texte évoqué, la vulnérabilité est présentée comme le propre de l'homme en tant qu'il se trouve exposé à l'autre par sa sensibilité. Bon, j'ai mis des longues citations, mais... La sensibilité se place pour Lévinas en deçà de toute volonté, en deçà de tout acte. Je reprends à quelques mots près ces mots. La sensibilité ici, bien sûr, n'est pas entendue comme l'exposition, la simple exposition à l'affection de causes extérieures. Et Lévinas l'explique aussi, à des excitants, dirait la psychologie expérimentale. Il s'agit d'une sensibilité au sens d'une réceptivité radicale, même d'une passivité radicale, dit Lévinas. Par contre, c'est une passivité, c'est une réceptivité qui seule rend possible la réponse. L'action qui prend la forme d'une réponse ou, on va le voir plus précisément, d'une responsabilité. Or, une telle position philosophique, celle de Lévinas, autour de la sensibilité comme vulnérabilité, comme exposition originaire, ne serait pas possible sans les acquis d'une phénoménologie déjà husserlienne puis merleau-pontienne qui met au centre la question du corps.
hein, et non pas la question du corps, bien sûr, comme simple organisme, comme assemblage de parties, comme pure extension, mais bien sûr le corps comme corps vivant. Donc ce corps réceptif et actif, ce corps vecteur, comme le dirait Merleau-Ponty, d'un je peux, hein, donc un vecteur d'intention. Donc, cette incarnation déjà contredit le primat du réflexif et réintroduit une dimension relationnelle, vulnérable, au cœur même du sujet. Voici donc ce mouvement de décentrement de la subjectivité souveraine et constituante qui s'accomplit déjà chez Lévinas. Je lis la toute dernière partie de la citation que j'ai mis à l'écran. Tout se passe comme si le moi, identité par excellence, faisait défaut à lui-même, n'arrivait pas à coïncider avec lui-même. Ici, Lévinas évoque donc le fait que l'identité, le sujet ne coïncide jamais avec lui-même et ne coïncide jamais dans cette non-coïncidence avec lui-même, s'insinue, arrive la présence de l'autre. Dans la vulnérabilité de l'autre qui s'exprime dans son visage nous rappelle deux choses, représente deux choses. Avant tout, un rappel de notre propre condition vulnérable. Et deuxièmement, un appel à notre propre responsabilité vis-à-vis de l'indigence, vis-à-vis de la nudité de ce visage. Donc, c'est dans la rencontre que la vulnérabilité se présente comme un trait commun, hein, le trait commun entre moi et autrui. Et c'est ce qui, pour reprendre les mots de Jean-Luc Marion, va bouleverser l'égoïsme de l'ego, hein, l'égoïsme du jeu, J-E. Alors, donc, tout cela montre que déjà que nous ne sommes pas des êtres isolés, des êtres parfaitement indépendants, autonomes, et que la faille, au fond, j'aime bien ce mot de faille qui est présent chez Ricoeur, qui est présent chez Henri Maldinet, il y a une faille qui habite notre propre être, qui peut être pensée en termes de vulnérabilité et qui représente cette faille, l'espace, au fond, le socle même où germe la rencontre, germent les liens sociaux, germe donc la responsabilité. Dans l'approche d'autrui, écrit Lévinas, où autrui se trouve d'emblée sous ma responsabilité, quelque chose a débordé mes décisions librement prises, s'est glissé en moi à mon insu, aliénant ainsi mon identité. Le mot responsable ici doit s'entendre, comme le rappelle aussi Paul Ricoeur dans Parcours de la reconnaissance, en deux sens. Être responsable signifie à la fois répondre à, donc répondre à l'interpellation de l'autre, et répondre de ses propres actes face à l'autre, donc au sens de l'imputabilité, hein, et ce qui résonne en plus avec une notion de responsabilité collective. J'en viens à mon point B ou 2. Alors, certes, donc, la crise écologique montre bien sûr que la vulnérabilité n'est pas qu'une catégorie humaine, hein. En revanche, c'est ce qu'on vient de lire chez Lévinas, chez Ricoeur également, l'être humain est le seul qui puisse faire de la vulnérabilité, de sa propre vulnérabilité et de la vulnérabilité de manière générale, l'occasion d'une reconnaissance et donc d'une responsabilité, voire, je dirais, d'une création. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Alors, le concept de vulnus est un concept, comme on pourrait dire, ambivalent, hein, puisqu'il dit la blessure, la coupure, une crise, bien sûr, dans le cours de l'existence, mais vu autrement, la blessure est une faille, comme je le disais, donc une faille est aussi un espace de passage, une porosité de l'être, on pourrait dire, qui l'ouvre à sa propre transformation. La biologie et la médecine semblent réaffirmer ces ambiguïtés. Pour l'organisme, le fait d'être vulnérable signifie à la fois s'exposer aux risques et aux attaques extérieures et s'ouvrir, se rendre poreux par rapport à son environnement. Ça ne vient pas de moi, ça vient des échanges très riches que nous avons dans le conseil scientifique de cette chaire. Or, cette ouverture est nécessaire donc à l'évolution et à l'adaptation de l'organisme. Donc, disons que la vulnérabilité est à la fois liée à la vie, à sa finitude, à sa fragilité,
et aussi à sa plasticité, donc à sa capacité de s'adapter, de se transformer, de créer. Un philosophe qui m'est cher, Henri Maldinet, utilise une très belle métaphore autour de la faille pour expliciter le potentiel transformateur de cette blessure ou de la crise. Il utilise la métaphore de l'alpiniste qui cherche sa voie et qui voit une faille. Et cette faille va peut représenter beaucoup de choses, mais peut représenter avant tout un espace creux qui ouvre sur un nouveau passage. Et Maldinet, je le cite, écrit « Le franchissement de la faille ouverte par la crise est à la fois autogénèse et création ». En d'autres mots, toute faille est une possibilité de passage et toute crise est l'occasion d'une création ou d'une récréation. Donc, la vulnérabilité présuppose, au fond, ce lien indissoluble entre, au fond, une réceptivité originaire et une créativité aussi, une possibilité à partir de la situation qui est celle du sujet vulnérable, de recréer, de revenir sur sa propre situation, de sortir de la crise avec la création. C'est un lien que Henri Maldinet fait par rapport, je n'ai pas le temps de m'y arrêter malheureusement, mais qu'il fait au sujet de la psychopathologie. Donc, il reprend la psychopathologie phénoménologique, les psychiatres phénoménologues de l'époque du XXe siècle, qui mettent en lumière justement que la pathologie n'est pas l'absence de crise, mais la pathologie est la fermeture par rapport à toute crise. Donc, c'est quand notre réceptivité est mise en échec que la pathologie se présente pour ces psychiatres phénoménologues. J'en viens très rapidement à mon troisième point, qui est celui du lien, au fond, entre cette vulnérabilité commune, comme possibilité commune, possibilité universelle, et la vulnérabilité comme élément essentiel pour édifier un monde commun. On a fait dernièrement l'expérience collective de la vulnérabilité qui nous enjoint au fond de repenser la vie à plusieurs, non comme un lieu de certitude inébranlable, mais comme le théâtre d'une vie à découvert, comme le dit Patočka, qui porte en elle donc un élément d'inévitable fragilité et plutôt d'inévitable vulnérabilité. J'avais pris ici comme idée, mais je pense que je n'ai pas beaucoup de temps, il faut que je laisse la parole avec grand plaisir à ma collègue Marie Jetil, mais voilà, pour dire qu'il y a deux perspectives intéressantes qui s'ouvrent sur cette idée d'une reconnaissance de la vulnérabilité comme vulnérabilité commune et d'ouverture sur des actions éthiques et politiques. Ces deux perspectives sont celles, trois en vérité, mais je parle surtout des deux perspectives plus classiques, celle de Jonas, qui étend le principe responsabilité à la planète et aux futures générations, tout en considérant que cette vulnérabilité de la planète est le résultat, au fond, de l'action humaine. Et il y a aujourd'hui toute la théorie de l'anthropocène qui va justement prolonger ces intuitions en montrant que la vulnérabilité de l'humain se greffe et s'inscrit dans ce que Michel Lusso appelle une vulnérabilité généralisée du monde. Donc, c'est à partir de la reconnaissance de cette vulnérabilité que nous pouvons réinterroger nos pratiques, réorienter les manières de cohabiter. Et c'est la crise même de l'habitabilité qui nous impose ce changement éthique et ce changement politique au sens de l'action politique et de la manière de vivre dans notre commune demeure, dans notre écoumène. Et la proposition de Lusso qui prolonge donc, il me semble, la pensée de Jonas, mais aussi qui reprend les philosophies du Caire, est d'étendre l'idée du Caire à l'écoumène, donc à notre propre habitat. Et je pourrais y revenir. La proposition de Patočka, enfin, ce que je lis comme une proposition de Patočka à ce sujet, au sujet de la vulnérabilité, de la réponse commune et collective à la vulnérabilité, c'est son idée d'une solidarité désébranlée. C'est-à-dire, il utilise cette expression pour décrire la communion avec l'ennemi dont ont fait l'expérience certains soldats au front pendant la Grande Guerre. Donc, il explique comme une communion dans laquelle les différences tombent, où l'on touche au divin, au phénomène, il dit très beau, de la prière pour l'ennemi, où on découvre une solidarité non pas sur la base d'une commune puissance,
mais d'un commun ébranlement, il dit, des existences, du sens de ces existences au front. Hein, et c'est à partir de cette expérience d'ébranlement, de déracinement, que ce soldat, au-delà, en dépassant leurs différences, arrive à trouver quelque chose de solide. Hein. Solidarité vient de solidus. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment le solidus, c'est ce qui est solide, dense, qui tient grâce à la force du lien. Et donc, en ce sens, la solidarité dont parle Patočka dit la solidité engendrée par les liens qui vient répondre à un vulnus, à une faille originaire. Donc, j'ai dû aller très vite en cette toute dernière partie de ma présentation. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir trop dépassé le temps qui était à ma disposition. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette belle entrée en matière. Merci pour cette présentation riche avec beaucoup de perspectives qui nous laissent à penser avec des auteurs clés, mais aussi avec, je retiens déjà cette piste intéressante du contraste complémentaire entre cette vulnérabilité et cette solidarité. Je trouve ça très, très intéressant comme conclusion. Sans plus tarder, je vais donner la parole à professeure Marie Jotil, qui va nous présenter déjà sa communication. Merci beaucoup, Marie-Jo. Merci beaucoup, Hélène, aussi pour l'invitation et ainsi qu'à toute l'équipe et à tous les participants. Alors, il y a plein de choses que Chiara a déjà commencé à dire, donc il y a des points que je vais probablement pas aborder parce que l'étymologie du vulnus, etc., vous avez compris qu'on parle de blessure, de blessabilité, etc. Donc, autant de choses que je ne vais pas évoquer. Alors, mon point de vue va croiser, et c'est peut-être de ce point de vue-là que c'est intéressant, différents champs. Alors, mon champ est celui de l'éthique. Dans la philosophie, l'éthique, c'est encore un point particulier, celui de la médecine et celui de la théologie. Voilà, et je voudrais m'appuyer sur donc 3 domaines. L'éthique médicale et l'usage des biotechnologies, la vulnérabilité dans le cadre des abus, alors au sens large, de pouvoir de conscience psychologique, sexuelle, etc. Et enfin, dans la théologie chrétienne, je pense que c'est une manière de voir la vulnérabilité en contexte. Alors, Chiara l'a beaucoup dit, la vulnérabilité, on en a parlé avec Talita Koreman-Guitin que vous entendrez par la suite. On a travaillé et on a mis en place pas mal aussi de retours d'auteurs, mais je ne vais pas tous les citer parce que, bon, Chiara en a déjà cité un certain nombre. Je pensais encore juste peut-être à Nathalie Maillard parce qu'elle est dans un autre de mes travaux, Souhaitable vulnérabilité. Et elle a pas mal fait de travaux sur la vulnérabilité en discutant aussi différents auteurs comme Martha Nussbaum, etc., etc. Donc, c'est des perspectives avec lesquelles je suis à la fois d'accord et en même temps parfois un petit peu en décalage. Juste encore une précision, ma perspective s'appuie sur une épistémologie systémique, donc qui s'appuie entre autres sur des perspectives d'Edgar Morin quand il parle dans la méthode, au sens où pour moi ces différents points nécessitent vraiment une articulation et il me semble que Chiara le disait sans nommer une perspective systémique. Donc ça veut dire qu'on convoque différents savoirs et je crois que c'est assez important de le comprendre. Alors, dans le champ sémantique, ce que je pourrais peut-être ajouter encore, c'est que la vulnérabilité, donc pour moi, elle a des dimensions positives pour l'existence humanisante et négatives. Même si dans notre société, elle a essentiellement des consonances de malheur. Mais par exemple, dans le texte que je vous ai donné de Valadier, vous aviez une très belle citation de Peggy. Parce qu'ils ne sont pas blessés, les honnêtes gens ne sont pas vulnérables, parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien, parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité même de Dieu ne pense point celui qui n'a pas de plaie. Fin de la citation. Je trouve que c'est assez joli. Donc, le lieu de la vulnérabilité, c'est bien dans cette interface entre le soi et l'extérieur. Pour moi, je la définis comme une porosité existentielle, ontologique, une perméabilité ontologique qui ouvre à la relation dans les deux sens, de l'intérieur vers l'extérieur et réciproquement.
à travers les pores de tout mon être. C'est une image, mais toutes les images ont à la fois leurs limites et leurs possibilités pour l'imaginaire, pour nous aider à réfléchir. Chacun reçoit, donne, ressent, entre en relation, communique, expérimente, etc. Pour autant, la vulnérabilité n'est pas la fragilité n'est pas équivalente à la vulnérabilité, quand bien même un auteur comme Jean-Louis Chrétien considère la seconde, la vulnérabilité, comme une variante de la fragilité. Voilà. En fait, quand on lit son texte, on se rend compte que c'est pas si différent que ça. Voilà. Alors, la fragilité elle-même, et elle partage aussi d'autres mots dans la même sphère sémantique que la vulnérabilité, la faiblesse, la précarité, l'inquiétude, ce qu'on retrouve dans d'autres langues aussi. En anglais, la vulnerability, la fragility, la frailty, helplessness, weakness, etc. Quand vous regardez les traductions, c'est assez intéressant. Et par exemple, en gérontologie, on parlera de la fragilité. Bon, ça mériterait bien des discussions parce que ces champs sémantiques, c'est des choix qui ne sont pas du tout anodins et voilà. Dans les textes juridiques, je ne vais pas développer parce que j'en ai pas le temps, mais j'ai envie de vous dire quand même que bon, c'est vrai, on peut considérer les personnes avec un handicap comme des personnes vulnérables, mais je dois vous dire aussi que ça m'agace royalement parce que je considère que c'est une manière aussi de les discriminer et de ne pas aller voir jusqu'au bout, en particulier quand on parle des abus sexuels et qu'on parle, ah oui, on a abusé d'une personne vulnérable, comme si c'était de sa responsabilité. Vous voyez le problème. Donc, je sais que ce n'est pas facile, mais quand même, il y a des limites et il y a des inconvénients à cette terminologie, surtout qu'on peut rendre vulnérable et que les agresseurs sexuels en général rendent aussi vulnérables. J'y reviendrai. Alors, la vulnérabilité n'indique pas seulement une possibilité de souffrir, d'être maltraité, abusé, violé, tout ce que vous voulez, elle implique aussi une ouverture au monde, une perception de la société et une interaction entre le soi et son extérieur qui permettent de construire ce monde. Donc, je m'appuie aussi sur cette vulnérabilité pour construire le monde que j'habite. Et à ce niveau-là, je rejoins aussi la philosophe Anne Cahill quand elle écrit que la vulnérabilité, je vous en propose une traduction française, parce qu'on m'a dit que tout le monde ne comprenait pas l'anglais, donc je reste au français. La vulnérabilité, je la cite, est une condition nécessaire à la construction du monde et du sujet, une ouverture à l'autre, une porosité existentielle qui exige que les interactions avec les autres aient des effets substantiels, potentiellement profonds, sur un large éventail de capacités et de traits. La vulnérabilité en tant qu'ouverture aux autres a autant à voir avec la capacité d'être blessé, violé et limité qu'avec la capacité, par exemple, à percevoir un monde. Juste encore une petite remarque parce que ça n'a pas été évoqué par Chiara. Dans l'étymologie de vulnérabilité, on a aussi cette habilité comme capacité. Et il faut peut-être pas l'oublier parce qu'il me semble que c'est toujours dans ce jeu aussi à la fois de passivité et de capacité que les choses peuvent bouger, évoluer, etc. Donc, on a plein de ressources, mais la vulnérabilité n'est pas simplement une fragilité à compenser, une précarité à corriger. Si vous voulez, pour moi, la vulnérabilité tient compte de tous ces éléments, de la fragilité, de la précarité, de la finitude, etc., etc. Mais en parlant de vulnérabilité, au fond, j'intègre une dimension de blessure, donc quelque chose qui est beaucoup plus profond. Parce que, par exemple, la fragilité, moi, je peux avoir un doigt qui est fragile hein, du point de vue médical, voilà, parce qu'il est poreux, il est fragile, ok, d'accord. Mais quand je parle de vulnérabilité, je parle
de blessure. Donc, ça me touche jusqu'au plus intime de moi. Et je crois que ce mot-là intègre les autres, mais en même temps en étant beaucoup plus dans la profondeur, d'une manière beaucoup plus fondamentale, je dirais, à notre condition humaine, à notre être au monde qui peut être affecté, touché, etc. Hein, mais qui en même temps peut s'appuyer sur cette vulnérabilité pour entrer en relation. Pour moi aussi, la dimension relationnelle est absolument fondamentale parce que c'est vraiment de ça qu'il est question quand on parle de porosité, de perméabilité. La vulnérabilité nous permet aussi d'admirer, de contempler, etc. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples de tout cela et aussi d'être informé au sens le plus profond, informatus, c'est-à-dire formé au-dedans de moi-même, c'est-à-dire façonné par autrui, façonné par le monde pour façonner à notre tour. Voilà, quelque chose qui est constamment en évolution. Un autre point encore dans la sémantique, c'est l'idée que tout être humain, un infant, quand il vient au monde, pour devenir un jeu, il a besoin d'être coupé. L'infant, celui qui ne parle pas, est coupé par rapport à un tu, par rapport à un il, en face d'un tu, pour entrer dans la palabre humaine. Coupé, pourquoi, comment? Coupé par la parole. C'est intéressant d'ailleurs que la lettre aux Hébreux en 4.12 dise la même chose. Hein, un glaive tranchant. Il est séparé de sa mère, coupé de son origine. Il est définitivement blessé, portant la marque du manque comme une plaie béante, lui rappelant qu'il n'est jamais autosuffisant, tout-puissant, omnipotent. Donc, d'une certaine façon, c'est une heureuse blessure qui le situe toujours en relation avec autrui et creuse son désir, au moins potentiellement, jusqu'à l'infini. Il peut cependant, et c'est là le problème, il peut cependant dénier, et à mon sens, un enjeu éthique majeur de la vulnérabilité, c'est cette possibilité de dénier. Dénier, c'est beaucoup plus fort, le déni est beaucoup plus fort que la dénégation. Parce que la dénégation, c'est vous me dites quelque chose et puis moi je dis mais non, c'est pas comme ça. Ça, c'est relativement superficiel. C'est ce qu'on appelle de la dénégation. Le déni au sens psychanalytique du terme et au point de vue des sciences humaines est quelque chose de beaucoup plus profond dont je n'ai pas forcément conscience. Or, c'est là le problème, c'est que je peux dénier sans en avoir vraiment réellement conscience ou alors de manière tellement superficielle que je n'en ai pas conscience. Et du coup, je fonctionne comme si j'étais invulnérable, tout-puissante, etc., etc. Donc, cet aspect-là du problème de la vulnérabilité est pour moi une question qui est absolument majeure. Alors, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Parce que le temps passe à une vitesse sans pareille. La vulnérabilité, donc je peux encore ajouter qu'à côté de la vulnérabilité ontologique, les aléas de l'existence et tout ce que vous voulez, en positif comme en négatif, peuvent creuser la vulnérabilité, ajouter des dimensions de cette vulnérabilité, ce que j'appelle aussi la vulnérabilité contingente, qu'elle soit consentie ou qu'elle soit imposée par les éléments de la vie, des lieux, du temps, de tout ce que vous voulez, de la guerre, de l'économie, etc., etc. Je ne développe pas. Voilà. Alors, la vulnérabilité, deuxième point, dans l'éthique médicale et l'usage des biotechnologies. Sans rentrer dans les détails, Chiara a tout à l'heure souligné la déclaration de Barcelone qui est intéressante parce qu'elle est un peu un contrepoint du principalisme de la bioéthique. Mais si je reviens encore plus en amont, si je prends par exemple Van Rensselaer Potter, qui est au fond celui qui nous a forgé le terme de bioéthique, on pourrait dire que dans les années 60, il répondait à l'évidence, quand il a forgé ce terme de bioéthique, c'est un oncologue, il le forgeait en référence à la vulnérabilité de l'environnement, dans une perspective qu'on pourrait dire systémique, même si lui-même n'a pas employé ce terme. Pour lui, il a cherché à l'époque à trouver et mettre en œuvre
des moyens au service de la survie acceptable et à long terme de l'espèce humaine et partant, dit-il, de toutes les créatures humaines. Son premier ouvrage significatif s'appelle A Bridge to the Future, un pont vers le futur. Le Potter a de ce fait vu loin et large, mais le problème, c'est que la vulnérabilité, elle dérange. On n'aime pas ça et on n'aime pas ça du tout dans les années 50-60 où vous savez comme moi que le développement des technologies est vraiment à son acmé. C'est vraiment assez incroyable, mais la deuxième moitié du XXe siècle est celui où les technologies évoluent de manière exponentielle. Alors évidemment, très très vite, cette perspective-là a dérangé et on peut dire elle s'est retrouvée confrontée à l'irruption des nouvelles technologies dont les promesses séduisent et fascinent. Alors pensez à la génétique, la robotique, l'informatique, enfin tout ce que vous voulez, les NBIC, tout leur processus transformatif, en particulier en médecine. Donc du coup, on se dit vulnérabilité, fragilité, précarité, c'est un mauvais souvenir, on va passer outre de toute façon. Et vous voyez, rentrer le déni. La perspective de ce qu'on appelle publiquement la santé augmentée, le Human Enhancement, si vous voulez, s'appuie en effet sur ces promesses fabuleuses de la technologie et elles nourrissent les courants qu'on va appeler trans ou post-humanistes qui idéalisent les produits pour mieux les vendre en les normalisant au sens de normer, et désormais l'attitude du consommateur ne peut plus être que de vouloir absolument ces nouvelles technologies. Parce que si vous ne les voulez pas, ben, on vous laisse au bord de la société et vous n'y avez plus droit. Et donc, ben, c'est votre faute. Et on joue la culpabilisation à fond. L'idée, le motto, si vous voulez, de ces biotechnologies, c'est, ça peut vous surprendre, crois et tu seras sauvé. Ce n'est pas exactement le même sens qu'on le donne chez Paul, par exemple, mais c'est quand même crois et tu seras sauvé. Tu ne vieilliras plus, tu ne mourras plus de maladie, mais c'est là ta responsabilité pour autrui. Oui, il faut, voilà, on peut reprendre le mot de Chiara sur la responsabilité, transposez-le ici, et vous voyez que vous êtes à 180 degrés de ce qu'elle vient de dire. Voilà. On comprend alors mieux que fragilité et vulnérabilité sont des ennemis à abattre, d'autant plus facilement qu'on a en tête l'expérience surtout de négativité et que dans notre société, on est quand même plutôt une société individualiste, une société qui se sécularise, qui perd des ressources spirituelles au sens très large, hein, pas simplement religieuses, mais spirituelles au sens très large, des ressources culturelles, etc., etc., et que du coup, ben, ma foi, on a du mal à avoir des ressources pour assumer les failles de son être, pour faire face aux événements négatifs qui sont des événements en toute vie humaine. Alors, c'est vrai que ça suscite des peurs, mais en même temps, c'est quelque chose d'assez terrible parce que ces développements font croire à la possibilité d'un nouveau monde, d'une vie surabondante en portée de main, mais en même temps, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un orgueil préjudiciable, dystopique, façonnant une représentation fictionnelle de la société technologique imaginaire? Je n'ai rien contre la technologie, comprenez bien, je ne suis absolument pas technophobe parce qu'elle nous a rendu bien des services. Hein, il faut qu'on soit tout à fait clair à ce niveau-là. Mais en même temps, il y a plein de courants dans notre société qui nous fascinent et qui nous bouchent les yeux et les oreilles. Je serais plutôt de l'avis de Jean-Philippe Pierron, que je connais bien et je partage assez ses perspectives. Alors, c'est intéressant de s'interroger plus avant en se demandant si vraiment est-ce qu'on peut boucher tous les pores de notre porosité constitutive? Est-ce que la technologie peut réellement remédier à tous les manques? Peut-il vraiment
l'être humain moderne peut-il vraiment croire que dénier cette porosité en se réfugiant dans la fascination technologique va le débarrasser de sa vulnérabilité? Et est-ce que c'est une bonne chose de le dénier? Paradoxalement, est-ce qu'on n'arrive pas, sous couvert de vulnérabilité, à une vulnérabilisation beaucoup plus grande et beaucoup plus éprouvante? C'est intéressant que le Comité national d'éthique, la semaine dernière, le 10 janvier, a publié un avis, le numéro 140 sur l'intelligence artificielle, en disant qu'elle ne saurait être utilisée dans une logique de substitution à l'intervention humaine. C'est, je trouve, extrêmement positif. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que le faire technologique, il peut remédier et il doit remédier à des, je prends un petit peu de tisane, hein, donc voilà, peut remédier à des perspectives ponctuelles, des fragilités ponctuelles, mais ne saurait cacher, dénier la vulnérabilité. C'est ça l'enjeu de la technologie. Elle nous aide dans nos problèmes, et on en a vraiment besoin, mais elle ne saurait pas nous conduire à dénier notre vulnérabilité, à modifier le caractère blessable de l'être humain. De fait, c'est un petit peu ce qu'expérimentent, et je pourrais vous donner nombre d'exemples, des personnes malades avec un cancer, par exemple, où la pathologie va comme casser la carapace qui se fissure et finalement ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont en relation avec autrui, comme si c'était une nouveauté. C'est parfois extrêmement surprenant. Or, ce qu'il y a aussi, c'est que ce sont ces personnes-là, des personnes malades, des personnes comment dire, des personnes âgées, etc., qui sont souvent les véritables confidents de tous les maux de notre société parce qu'ils savent écouter et que là, on écoute entre personnes vulnérables, offrant de nouvelles perspectives relationnelles. Alors, point suivant, le troisième, la vulnérabilité dans le cadre des abus. J'ai encore un tout petit peu de temps, mais voilà. Alors, au regard des différents acteurs concernés par la crise des abus, se pose pour moi une question assez radicale, mais qui n'est pas différente fondamentalement de celle que je viens de poser à propos des technologies. Est-ce que la culture des abus, c'est-à-dire leur intrication systémique, est-ce que cela ne vient pas en grande partie, pas seulement, mais en grande partie, d'un déni de la vulnérabilité aux conséquences d'autant plus négatives qu'elle est déniée, occultée, non reconnue? Et ce qui vaut pour l'Église catholique vaut, et qui a fait quand même en France un travail de fond avec le rapport de la SIAZ, ça vaut pour les autres institutions qui n'ont pas encore eu le courage de faire une investigation en règle. Pensez aux grandes écoles, à l'éducation nationale, au showbiz, au sport, à la culture, à la politique, etc., etc. On en a tous les jours. En somme, des lieux de pouvoir. Des lieux de pouvoir où certains responsables, et c'est là le problème, se sentent dans la toute-puissance, intouchables et invulnérables. Tout leur est permis, y compris abuser autrui. Comprenons bien, les violences sexuelles ne commencent jamais, en général, par des agressions sexuelles. Elles commencent d'abord par des abus de pouvoir, parce que je me sens le plus fort. C'est moi qui détiens le pouvoir. Je suis en position d'emprise sur autrui, en position de verticalité. Alors, en chaque lieu, les agressions sexuelles présentent des singularités. Alors, j'ai beaucoup analysé l'Église catholique, donc je vais rester à ce niveau-là parce que ça me permet de vous en parler de manière très précise et d'illustrer mon propos. Alors, ça peut concerner tous les acteurs. J'essaie de vous le montrer. Par exemple, ça peut concerner les ministères ordonnés. Qui est tenté de comprendre son sacerdoce ou son épiscopat comme ce qui le préserve de toute vulnérabilité ou ce qui le passe en position de supériorité. Et donc, d'une certaine manière, j'ai l'Église pour moi, je suis en quelque sorte invulnérable. C'est ce qu'on voit
dans le fonctionnement de bien des prêtres ou des évêques ou des acteurs de l'Église qui ont pu abuser. On n'a pas senti le besoin de recourir à d'autres. Idem, le déni de la structure institutionnelle de l'Église. Dans son fonctionnement hiérarchique, on pense qu'elle n'est que sainte, parfaite, mais au fond, l'Église, elle est à la fois pécheresse et sainte. Donc, on ne peut pas la protéger, entre guillemets. Il s'agit toujours de faire la vérité et de regarder en face ce qui se passe, d'autant qu'elle est faite, cette institution, d'humains faillibles, vulnérables, marqués par leur faiblesse. Alors, prend-on mieux en compte la vulnérabilité des fidèles et des paroissiens? Outre leur porosité ontologique, ils sont aussi vulnérables comme chacun de nous, en raison de leur histoire, de leur rôle social ou parce qu'il s'agit d'enfants ou de jeunes qui ne sont pas encore arrivés à leur maturité, ou encore, et cela peut peut-être vous surprendre, du fait de leur recherche passionnée de Dieu. Là, c'est une vulnérabilité positive parce que suivre le Christ, vouloir suivre l'Évangile, eh bien, cela vulnérabilise en raison du fait que cela ouvre toutes les portes et fenêtres de notre cœur. Le croyant peut ainsi devenir, paradoxalement, une cible facile et être d'autant plus profondément blessé que les abus sont également spirituels, qu'il n'a pas conscience d'être vulnérable et qu'il ne se méfie pas spontanément d'un prêtre ou d'un religieux. Enfin, la société, je vous en ai parlé, donc je n'y reviens pas. Les enjeux sont donc considérables tant pour chaque individu que pour l'Église et la société, quand au lieu d'occulter la vulnérabilité et de faire semblant, elle est en effet, à l'inverse, reconnue en lien avec l'indépassable complexité de tout être humain, ce côté systémique de Morin dont je vous parlais au début, eh bien, à ce moment-là, elle peut ouvrir à un prendre soin responsable et à des décisions plus adaptées. Elle ne règle pas les problèmes. La reconnaissance de la vulnérabilité ne règle pas les problèmes comme par magie, mais elle explicite en effet combien l'un a besoin de l'autre et combien l'un peut aider l'autre. Elle assume également le fait que l'être humain n'est pas seulement rationnel, mais aussi émotionnel, et que cela fait partie intégrante de son intelligence et affecte toutes ses décisions, qu'il en ait conscience ou pas. Se laisser toucher émotionnellement n'est donc pas aliénant en soi, au contraire, car c'est ainsi que discernement et agir peuvent être plus adaptés à la situation, mais pas automatiquement pour autant, car d'une part, ces émotions procurent aussi des biais qu'il s'agit de reconnaître, et d'autre part, la vulnérabilité doit être gérée de façon éthiquement responsable, en n'oubliant pas que nul n'est au-dessus de l'autre et que nul n'est invulnérable. Alors, ici, il faudrait aussi faire tout un passage sur la vulnérabilité des victimes. Je vais également aller assez vite, mais la vulnérabilité et le déni n'est pas du tout le même. Or, il y a une forme de déni, comprenons bien. Évidemment, on n'oublie jamais une agression sexuelle. Jamais, c'est pas possible. Mais en même temps, ce traumatisme a pu être refoulé par ce que l'on va appeler la mémoire traumatique. Et si vous écoutez un certain nombre de victimes ou des survivants, comme on dit dans la sphère anglo-saxonne, de survivors, en fait, on n'oublie pas, mais le souvenir n'est pas directement accessible, ce qui fait que certaines personnes nécessitent des années, 10, 20 ans, 30 ans, pour revenir à ce qu'elles ont refoulé. Et pourtant, toute leur vie a été marquée par ce souvenir refoulé, mais non accessible à la mémoire biographique. Et donc ça, c'est un point très important.
Nul n'oublie, mais le souvenir n'est plus accessible. Je cite par exemple Patrick Goujon, qui est un jésuite qui a été abusé jeune, qui a perdu complètement le souvenir pendant une vingtaine d'années, un souvenir qui s'est révélé par des mal de dos. Donc ça, son bouquin s'appelle « Prière de ne pas abuser ». Je vous le suggère, c'est toujours intéressant de lire, mais je le cite maintenant. Il dit « Le déni n'oublie pas, il conserve. La souffrance ne disparaît pas, elle n'a pas où aller. Elle se tapit, elle se terre. Le déni travaille, il fait grincer le corps entier. Le déni comprime, il atomise la douleur. Elle s'éparpille dans le corps et l'esprit. Elle se loge où apparaît une faiblesse, des maux de dos, des craintes infantiles, un manque de liberté. » Fin de la citation. Et quand le déni éclate, eh bien, c'est une autre vulnérabilité qui se fait jour. L'insouciance qui conférait à la vie une certaine légèreté, eh bien, elle disparaît. Elle fait place à l'impouvoir, à la honte, à la culpabilité, avec un sentiment d'écrasement, etc. Donc, après le stress d'une agression sexuelle, après la sidération initiale qui bloque littéralement le fonctionnement psychique, ce sont des reviviscences répétitives des événements, des conduites d'évitement, des troubles de l'humeur, donc une vulnérabilisation extrême qui passe par beaucoup de manifestations somatiques, etc. Bon, je termine ça pour avoir encore quelques minutes sur la question de la vulnérabilité, dernier point dans le cadre de la théologie chrétienne. Dernier point. L'expérience de vulnérabilité est mystérieuse et paradoxale. Le corps blessable par la maladie est donc aussi, EST, le corps vulnérable, touchable par l'amour et la haine, le corps débordant de compassion, d'empathie, etc. Un corps ouvert au bien, mais aussi au mal. J'écris mal avec un grand M pour ne pas avoir à le détailler, mais faire référence à tous les mots que nous pouvons avoir. Alors, premier sous-point, l'évangile, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je le reprends juste ici, l'évangile vulnérabilise. Suivre le Christ n'est pas une solution magique pour se débarrasser du mal en soi, autour de soi et dans le monde. Cela ne rend pas invulnérable, contrairement à ce que certains peuvent croire. Vouloir aimer comme le Christ a aimé, ça veut dire aussi aimer ses ennemis. Et ça veut dire au fond se laisser vulnérabiliser, c'est-à-dire se laisser toucher par autrui. C'est ouvrir grand les portes de son cœur, les fenêtres de son existence pour aller jusqu'aux périphéries et en même temps laisser l'autre, y compris l'autre avec un grand A, entrer en soi. Et on a vu pour le Christ que cela peut mener à la croix. Par ailleurs, toute quête spirituelle, il faut le savoir, peut aussi être déstabilisante, alors même que, par exemple, je veux devenir prêtre, je veux devenir religieux, religieuse, que sais-je, eh bien, cela peut aussi vulnérabiliser à cause du Christ, vulnérabiliser aussi parce qu'on quitte le monde, sa famille, ses proches, etc., et que l'on est à ce moment-là beaucoup plus réceptif à quelqu'un qui pourrait vouloir abuser de nous. Les jeunes convertis, les séminaristes, les novices s'avèrent particulièrement vulnérables. Je dirais que, pour le dire d'une manière un peu autrement, leur vulnérabilité en fait des passoires d'amour. Leur vulnérabilité en fait des passoires d'amour. Et puis, il y a le défi de la grâce, hein, deuxième sous-point. Dans l'expérience du corps vulnérable, ce n'est pas un dû qui fonde le par-l'être et institue sujet parlant, c'est un don. J'en parle pas mal dans le corps augmenté, dans le texte que je vous ai donné, donc je développe pas ici. En tout cas, prenant chair humaine vulnérable, Jésus de Nazareth se révèle fils à travers son corps vulnérable. Alors, il est vulnérable par la faim, la soif, etc. Mais on aurait pu penser, je fais court, qu'avec la résurrection, cette vulnérabilité allait s'arrêter. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Le Christ ressuscité
il apparaît avec les marques de sa résurrection. Et ici, il y aurait beaucoup à dire, mais je n'ai vraiment pas le temps de vous développer ça. L'idée d'un Dieu vulnérable, d'un Dieu ouvert à la compassion, etc., qui rejoint tout être humain, les pauvres, les petits, et la vulnérabilité est au fond la condition même pour rejoindre les pauvres, les petits, parce que sinon, ben, ça va pas fonctionner. Voilà. Alors, donc, la foi chrétienne, et j'en arrive presque au bout, ne dévalorise pas la vulnérabilité, mais elle s'y appuie comme sur des corps à corps creusés, nourris par et dans le corps du Christ présent dans le corps humain. J'étais malade, nu en prison, et vous êtes venu me voir. Ça, on reconnaît le Christ en l'autre à travers la vulnérabilité. Il n'y a pas de Christ comme ça à l'état pur, hein. Il n'y a pas des apparitions, si je puis dire, mais le Christ se reconnaît seulement si j'assume ma vulnérabilité, parce que c'est par cette vulnérabilité que je vais rejoindre l'autre dans sa propre vulnérabilité, et dans ces autres, eh bien, j'ai envie de dire, se glisse le Christ. La grâce ne fait pas voler en éclats le corps vulnérable et fragilisé. La grâce n'est pas conforme pour autant à nos désirs immédiats, ce serait de l'infantilisation. La grâce n'agit pas en se substituant à ce qui est attendu de notre responsabilité humaine, et la mise en garde, j'ai envie de dire, de bonne fer autour de la grâce à bon marché, ben, ça vaut toujours. Voilà. Que retenir en conclusion? Au fond, je reprends la question. Que faire de l'indépassable vulnérabilité qui, en plus, est augmentée ou, voilà, par de nombreuses vulnérabilités contingentes? Eh bien, évidemment, il ne s'agit pas d'exalter la vulnérabilité. Il convient de refuser tout dolorisme malfaisant et pervers, mais cela ne signifie pas occulter, dénier la porosité constitutive qui doit être reconnue et dont il faut prendre soin. Le care est une formulation intéressante à cet égard. La vulnérabilité est donc un appel permanent à notre responsabilité. Dans le livre écrit avec Talita, La vulnérabilité au prisme du monde technologique, Jean-Christophe Parisot de Bayard, qui était un préfet en chaise roulante qui est décédé entre-temps, il nous disait qu'une telle réflexion sur la vulnérabilité, je le cite en conclusion, ne peut se conclure sans une interpellation du lecteur, moi je dirais de l'auditeur, sur sa propre vulnérabilité. Est-ce un atout ou une prison? L'antichambre de la mort ou l'aube de la vie? La grande aventure humaine n'en est qu'à ses débuts. Et si l'homme a survécu à tant de cataclysmes depuis des millions d'années, ce n'est pas parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il sait s'adapter et être solidaire des plus fragiles. C'est ainsi que se termine cet article et aussi notre bouquin. Voilà, et ma conférence. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que ça vous a convenu. Alors, merci à toutes nos deux conférencières. Merci pour ce panorama très, très riche. Je retiens plusieurs points à la volée. D'abord, un changement de paradigme auquel nous appelle la crise de la modernité, à tout le moins avec cette vision d'une autonomie qui n'est plus tenable aujourd'hui, hein, un humain qui ne peut plus se considérer comme entièrement autonome. Ensuite, avec la contribution de Marie-Jo, plusieurs termes ont été précisés, clarifiés, mais une arrivée de la révolution technologique plus proche de nous dans le temps, qui vient encore aussi questionner, bousculer notre compréhension de ce que nous sommes comme humains. Et enfin, solliciter notre réflexion par rapport, réenvisager la vulnérabilité à nouveau frais.
les enjeux de pouvoir qui ont été mis sur la table, qui s'ajoutent à cela, et la vulnérabilité chrétienne, je dirais presque comme une nouvelle profondeur de la vulnérabilité, mais aussi à deux tranchants, puisque les enjeux de pouvoir y sont présents aussi. Et finalement, les deux ont conclu avec ce même terme que je trouve fascinant, donc avec la solidarité comme mot écho ou comme complément à cette réalité de la vulnérabilité.